Qui a déjà dans sa société des notions de FinOps? C'est ce que c'est déjà. Le FinOps. Oui, FinOps. On va commencer simple. Ok. Je vois quand même beaucoup de mains pas levées. Assez étonnant. Le FinOps, c'est principalement aujourd'hui comment optimiser la facture, on va dire ça clairement comme ça, sur les ressources qu'on utilise d'un point de vue IT. GRT Gaz a pas mal avancé sur le sujet. On va vous expliquer aujourd'hui toutes les étapes que cela a provoquées et toutes les difficultés que ça a posées. Et du coup, je vais laisser Vincent nous expliquer comment cette histoire a commencé. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, ça fait 3 ans que je suis FinOps au sein de GRT Gaz. GRT Gaz, c'est une société, le cœur de métier, c'est le transport de gaz. Donc, on a commencé à migrer en 2017 dans le cloud, Move to Cloud. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis au sein de la société sur le poste. Quand je suis arrivé, donc, première chose que j'ai faite, globalement, c'était de la réservation d'instances et du saving plan. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Vous pouvez le dire? Enfin, dire le concept, quoi, m'expliquer, s'il vous plaît. Tu t'engages sur une certaine durée à utiliser une VM par exemple. Voilà. C'est Airbnb qui coûte plus cher que la location. Pardon? C'est Airbnb qui coûte plus cher que la location de longue durée. Oui. Il y a de l'idée, ouais. Effectivement. C'était le premier mécanisme, en tout cas, qu'on a mis en place. C'est le premier. Moi, j'aime bien la théorie du 20% d'effort, 80% d'efficacité. Donc, c'est là où on peut avoir le plus gros des gains. Mais pour faire ça, donc, il faut quand même faire un état des lieux. Est-ce que le workload est constant? Est-ce que on fait ça généralement sur les environnements de production et pas sur les environnements de prod, parce qu'il y a quand même des pertes potentielles non négligeables. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant. Toi aussi, je pense que tu as pas mal d'expérience sur ce sujet à partager. Effectivement, c'est la méthode la plus rapide pour réduire drastiquement la consommation, surtout quand on a beaucoup de VM. Et souvent, quand on arrive dans le cloud, effectivement, on a beaucoup de VM parce que ça va plus vite pour migrer les applications, tout simplement. Le problème avec ça, c'est qu'on s'engage pour les saving plans sur une certaine consommation pour avoir une réduction. Alors il y en a plusieurs, il en existe plusieurs. Il y en a où c'est sur de l'EC2 directement et il y en a où c'est sur les ressources processeurs, tout simplement. Le problème avec ça, c'est notamment le penchant qui va à côté, qu'on a tendance aussi beaucoup à faire, qui s'appelle la réservation d'instance, où on s'engage sur un type de VM pendant un temps donné à l'utiliser. Le problème, c'est qu'on sait tous, les applications, elles ont un cycle de vie. Donc aujourd'hui, je vais dire une bêtise, vous avez une application qui a besoin d'un type d'instance, je vais dire une C5 large par exemple, parce qu'elle consomme beaucoup de ressources. Sauf que demain, elle n'est plus utilisée. Vous vous retrouvez, vous avez réservé pendant 3 ans une C5 large. Ok, elle vous a coûté 75% moins cher. Mais derrière, vous en faites quoi? Votre application, elle n'est plus utilisée. Ça ne peut rien de faire tourner. Mais vous l'avez quand même payé pendant 3 ans. Donc après, il existe des mécanismes effectivement derrière pour les rediviser en instances plus petites maintenant. Il faut savoir qu'au début d'AWS, ce n'était pas le cas. Donc, vous avez réservé le type d'instance sur 3 ans. De toute façon, vous l'avez pour 3 ans. Point. Même si vous l'utilisez. Après, pour moi, je dirais, si on reste dans une logique FinOps, c'est bien à faire au début. Lorsque vous arrivez sur le cloud, effectivement, vous réservez des instances, ça vous permet de ne pas payer trop cher. Surtout, moi j'ai un client, il s'était amusé quand il est arrivé sur le cloud. Alors c'est un client qui a commencé au tout début d'AWS. Il avait une application qui était sur 200 serveurs on-prem, sur 200 VM on-prem, mais il a démarré 200 EC2 et il a réinstallé son application sur 200 EC2. Et c'est tout ce qu'il a fait. Donc effectivement, quand on est arrivé avec notre histoire de saving plans, il était très content. Parce qu'en plus, c'était pas des petites instances. On parlait de 2x et 4x large. On commençait à faire des gros bébés.
donc on est arrivé au saving plan, on a fait ok super, ça m'a vachement réduit ma facture. Et là on a commencé à devoir l'acculturer. Lui dire ok c'est bien, ça a réduit la facture, c'est immédiat, hein. C'est pas c'est immédiat, non parce que la première facture à payer elle pique un peu. Mais après derrière il s'en est rendu compte. Mais maintenant il faut aller un peu plus loin. C'est ok, on a fait des saving plans. Aujourd'hui on les a réservés sur 3 ans. Maintenant qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 ans pour encore améliorer les choses? Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur ce qu'on peut faire, qui a un impact immédiat? Réduire les 200 aux instances. Alors, réduire les 200, qu'est-ce que tu entends par là? Il a fait un lift and shift, ce qui n'est pas toujours, ce qui est souvent pas friendly pour la facture. Exactement, oui. Donc, alors, il y a plusieurs choses. Il y a un, et c'est une des choses les plus dures à faire, c'est d'aller voir les équipes applicatives, d'aller voir le métier aussi, et de lui expliquer que en fait sa grosse instance là, il n'en a peut-être pas besoin tout le temps. Et que ces 200 serveurs au final qui sont allumés en permanence, il n'en a peut-être pas besoin non plus tout le temps. Peut-être que oui, il y a des pics de charge où ça nécessite les 200 serveurs, mais ces 200 serveurs ils vont servir par exemple, je dirais une bêtise, 3 heures dans la semaine. Et tout le reste de la semaine ils sont allumés, ça va rien. Donc en fait c'est comme ça qu'on fait. Alors moi je l'avais fait de façon itérative, c'est que je n'avais pas réservé sur 3 ans, j'avais réservé sur 1 an. Et je me suis dit tous les ans, on recalcule. Voir ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, qu'est-ce qu'on peut éteindre, parce que c'est ça aussi le but, c'est que quand on ne peut pas, on n'éteint pas. Par exemple, truc tout simple, la dev. Elle sert le samedi dimanche? Non, bien sûr. Pourquoi la laisser allumée? C'est ça. Du coup, toi, Vincent, chez GRT. Le deuxième axe dont je voulais vous parler, c'était justement éteindre et allumer les machines. Donc, acculturer les gens, je pense que c'est aussi important parce que le FinOps, moi je suis tout seul chez GRT Gaz, donc c'est un peu une culture, une philosophie que j'essaye de transmettre à chacun. Et pour ça, on a mis en place une console d'administration qui permet simplement pour destiné à des utilisateurs qui ne sont pas forcément techniques, parce que tout le monde n'a pas forcément les connaissances techniques qui permettent d'aller sur la console, d'éteindre, d'allumer, de lancer des machines, d'arrêter. Surtout, nous on est sur une activité critique, donc il y a de l'astreinte quand on nous appelle à 3 h du matin, on nous réveille pour relancer un service, ou des fois c'est compliqué, il y a le MFA, il faut se connecter. Enfin voilà, on a mis en place une interface simplifiée qui permet vraiment à n'importe qui, un néophyte, de se connecter et de relancer un service, relancer une machine, relancer tout. Et voilà, donc c'est un peu, on a commencé par ça, donner la main aux équipes produits, donc sur les environnements hors prod, transmettre le budget pour justement les sensibiliser au suivi des coûts, comprendre la facture, parce qu'il y a quand même une quantité, une palanquée de lignes et de services, et en fonction des applications aussi, c'est pas forcément les mêmes usages, donc il y a quand même pas mal de subtilité. Et donc leur donner la main à la console pour que justement ils commencent à se familiariser avec toutes les actions possibles, et puis utiliser le cloud, parce que c'est aussi le but, hein, c'est d'être flexible, c'est de pouvoir arrêter les machines, les relancer, les détruire, les reconstruire assez facilement. Voilà. Et donc ça fait en temps, ça représente peut-être 60% du temps, donc si on éteint le soir et le week-end, donc ça fait quand même un gros impact sur la facture. Et là, donc ça fait 3 ans que je suis chez GRT Gaz. Aujourd'hui, on commence à donner la main aux environnements de prod. Donc petit à petit, on essaye de responsabiliser, de déléguer un maximum pour que les équipes produits puissent monter en compétences dans un temps sans forcément de contraintes, sans forcément d'urgence, vraiment acquérir la compétence nécessaire pour justement déjà maintenir en condition opérationnelle, et aussi faire une optimisation des coûts. Tu parlais de refactorer les applis, c'est pareil, on a des applis, des gros blocs préhistoriques qu'on migre comme ça brut, et puis voilà, petit à petit on commence à se dire on va refactorer, on va aller chercher
on va essayer de faire en sorte que ce soit plus cloud natif. Voilà. Alors effectivement, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a éteint tout ce qu'on pouvait éteindre quand on pouvait l'éteindre, etc., l'étape d'après, c'est rendre des applications cloud natives. Alors, ça implique quoi, selon vous? Comment on fait pour rendre une application cloud native aujourd'hui? Microservice. Microservice, effectivement, c'est une des choses. Le refactoring. Oui, on est obligé de passer par le refactoring. Mais maintenant, si aujourd'hui je vous dis, vous avez $10 par mois pour héberger un site web, comment vous le montez? Service manager. Serverless. Serverless. Aujourd'hui, c'est ce qui coûte le moins cher. Ah, sous certaines conditions. Sous certaines conditions. Serverless, c'est très bien dans un sens où vous n'avez pas de ressources qui sont démarrées. Vous n'avez pas besoin de démarrer un EC2. Ça va tourner tout seul. Après, derrière, c'est quand même des EC2 qui tournent. C'est pas magique AWS, on ne peut pas exécuter du code sans avoir à un moment une puissance qui puisse calculer derrière. Mais ils sont managés par AWS, ils sont mutualisés par AWS, et vu que quand même leur idée c'est quand même de gagner le maximum d'argent, je suppose qu'ils les mutualisent bien. On va dire qu'ils ne doivent pas faire tourner des trucs pour rien non plus. Oui. Le truc de ça, c'est que ça va demander quand même énormément d'efforts sur la refonte de l'application. Exécuter sur du serverless et notamment sur du lambda, il y a quand même certaines contraintes derrière. C'est pas magique, on est limité en ressources. On n'a pas accès au disque dur de la machine. On n'a pas un temps d'exécution maximum. Il faut prendre tout ça en ligne de compte. Le bon compromis, plutôt que de passer directement à lambda comme ça, c'est la containerisation. Containerisation, là, on commence à mutualiser pas mal. Surtout si on s'amuse à utiliser Fargate derrière. Où là encore, on délègue à AWS le droit de mutualiser les ressources. Après, je sais, sur certaines applications, il y a des contraintes légales, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas utiliser les ressources mutualisées. Mais là, on parle juste d'un point de vue global. Utiliser la containerisation fait que, 1, on est en microservice, 2, on va mutualiser, et même si on nous EC2 chez nous, on va quand même mutualiser tous nos microservices sur nos instances EC2. Donc on va avoir plusieurs choses en même temps qui tournent sur la même machine, et le but du jeu, c'est de faire un calcul savant pour charger au maximum les nœuds qu'on va avoir de nos clusters, pour exécuter nos containers. Voilà les principales idées. Ensuite, il y a tout un penchant qu'on n'a pas abordé encore, de deux d'ailleurs. Le premier, c'est qu'on a parlé au départ d'acculturation. En fait, le problème, c'est que c'est une acculturation à faire de façon permanente. Pourquoi? Ce que j'ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, une application a un cycle de vie. Vous allez commencer à la développer, à la créer, vous n'avez pas besoin de grosses ressources pour la faire tourner. Et vous n'avez pas de données, elle est toute neuve. Donc au départ, ça ne sert à rien parce que ouais, j'en ai connu des équipes applicatives qui ont fait ouais, alors la cible c'est une application où il va y avoir 1 million d'utilisateurs simultanés, donc dès le départ pour faire mes devs, je veux un monstre. Et non, je veux un monstre. Là, c'est là où il y a une acculturation à faire, à dire peut-être que pour l'instant vous n'avez pas besoin de ce monstre, on verra plus tard, mais au début pour faire vos développements, avoir un poney ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. La deuxième chose, c'est que derrière, ils vont mettre en prod. Au début, ça va vivoter, donc peut-être qu'il n'y a toujours pas besoin du monstre au final. Et là, par contre, ils vont faire une campagne de pub. Et là, c'est le drame, c'est qu'effectivement, on n'a pas le million qui était prévu, on en a 2 millions. Et là, oui, effectivement, il faut leur donner leurs ressources. Et ensuite, ils vont sortir, je sais pas, une V2 de l'application, une V3, une V4, et l'application, elle n'est plus utilisée. Du moins, elle va avoir une courbe descendante. Là, c'est pareil, il faut les acculturer à leur dire on peut redescendre le type d'instance. Et jusqu'au bout, redire là, elle n'est plus utilisée, on peut carrément la supprimer. On peut carrément la supprimer, enfin l'arrêter dans un premier temps, et ensuite la supprimer. Il faut savoir que c'est pas parce qu'une VM elle est arrêtée qu'elle ne coûte rien. On paye toujours le stockage, à minima. Et si on a mis des LSTP, on paye des LSTP parce que c'est utilisé. Mais voilà, donc ça c'est tout un penchant aujourd'hui où le FinOps c'est pas juste appliquer des règles à un instant T, en fait c'est un suivi permanent.
Et il est très important d'avoir des équipes derrière qui suivent absolument les coûts de toutes les applications pour être sûr de toujours avoir les bonnes ressources pour la bonne application. Un autre moyen qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui qui permet et qui fait partie du refactoring, quand on a des applications qu'on ne peut pas containeriser, qu'on ne peut pas mettre en lambda, est-ce que vous connaissez le moyen de faire en sorte qu'elle coûte le moins cher possible? Sans parler de la réservation d'instance. Spot est une solution, mais Spot tout seul est vraiment raisonnable? C'est une très bonne question. Mais c'est un autre débat. Alors tout simplement, les autoscaling groups. Développer une infrastructure et une architecture qui aujourd'hui va augmenter le nombre de serveurs ou réduire le nombre de serveurs en fonction de la charge de l'application. C'est un des moyens pour réduire le coût aujourd'hui d'une application. Plutôt que d'avoir, comme le client que je souhaitais, 200 serveurs allumés en permanence, c'est ce qu'on a fini par faire parce qu'ils ont une application qu'on ne peut pas mettre sur de la lambda ou dans des containers liés au code de l'application. Bref, aujourd'hui on leur a mis des autoscaling groups qui scalent en fonction du nombre de messages qui sont présents dans les files d'attente, dans les files SQS. Et en fonction de ça, ça augmente le nombre de serveurs, ça déduit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une application qui, à basse charge, tourne avec 2 serveurs et à pleine charge à plus de 200. Est-ce que vous avez mis en place des choses comme ça chez GRT? Oui, il y a un aspect, c'est intéressant ce que je dis, parce qu'il y a quand même un aspect veille un peu, de nouveaux services, de nouvelles techno. Tu parlais de Graviton. Oui. Tout à l'heure, on en parlait. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais, donc on a mis ça en place. Après, pareil, hein, c'est la responsabilité de chacun. Donc, la culturation, on a monté une académie. Une académie cloud où du coup il y a un cursus FinOps, donc où on passe un assessment pour pouvoir justement utiliser, builder des infras dans le cloud. Et donc on apprend aux équipes produits à taguer leurs ressources, à tout ce qui peut justement aider au suivi, taguer les ressources. On leur donne aussi on leur met à disposition pas mal de moyens aussi, comme le Cost Explorer ou des dashboards, des Power BI, ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, vous suivez un budget au quotidien, non, dans votre activité de tous les jours, ou tu utilises quoi? Power BI, voilà. Ouais. Power BI, en fait, ce qui est bien, c'est que plusieurs outils, ça s'adapte aussi à plusieurs types de populations. Power BI, c'est bien pour un management. Une ligne managériale, c'est assez utilisé. Après, pour avoir un suivi un peu plus fin, Cost Explorer, aller vraiment dans le détail. Et on a aussi donc notre outil d'administration qui nous permet aussi de faire du suivi, de l'alerting billing. Donc on apprend aux gens à justement mettre des alertes sur du billing ou sur l'utilisation de ressources, pour être plus réactif, même on essaye d'être proactif, donc parce que le problème c'est que on se rend compte qu'on a explosé la facture trop tardivement. Enfin, on essaye de... Hein, on en discutait tout à l'heure. C'est que généralement on arrive quand l'incendie est déjà bien pris. Pour maîtriser son budget, il y a deux choses. Il y a tout ce qu'on a évoqué effectivement, mais le problème de ça, c'est que si on ne met pas des choses en place, et comme vient d'expliquer Vincent, on va réagir après. En gros, on va exploser la facture, on va dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la réduire? C'est compliqué. L'idée, c'est pour être plus proactif, c'est de mettre en place des alarmes dès le départ et sensibiliser aussi les équipes applicatives à en mettre de leur côté. Pour l'avoir fait, il faut aller les voir, il faut leur dire, vous estimez aujourd'hui à combien l'infrastructure de votre application? Combien vous pensez que ça va vous coûter? Et derrière, en fait, c'est comme ça que moi j'ai appris à leur faire, à ce qu'ils apprennent eux en fait. C'est, on leur mettait les limites qu'ils nous donnaient. Alors j'ai eu les deux. J'ai eu le cas où ça n'a jamais sonné parce qu'ils avaient prévu
largement plus que ce qu'ils allaient utiliser. Mais j'ai eu beaucoup le cas inverse. Ouais, aujourd'hui ça va nous coûter tant. Et là on met l'alarme. Une alarme répétitive. Une alarme qui va leur envoyer des mails à chaque fois. Ça va dépasser, ça va dépasser, ça va dépasser. Au bout d'un moment, ils en ont marre de recevoir des mails, ils viennent nous voir. Alors, c'est soit ils nous demandent de monter l'alarme, j'ai rencontré. Soit là, on leur dit non, écoutez, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Vous consommez plus que ce que vous avez prévu. Vous consommez plus que ce que vous avez budgété, en plus, à la base. Donc, pourquoi? Et en fait, on les fait réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont mal fait, soit dans leur prévision au départ, soit dans la mise en place de leur application. Et c'est comme ça que les gens apprennent, finalement. C'est pas en arrivant en disant ouais, on fait du FinOps, je vais te réduire de moitié ton instance, je vais te supprimer la moitié de tes données, et puis voilà. C'est non. Il faut qu'ils prennent conscience par eux-mêmes. Sinon, en règle générale, ça fonctionne pas. Je ne sais pas ton expérience, mais moi, pour la mienne, ça marche pas très bien. Si, oui. Je pensais à une petite anecdote. La dernière attaque cyber qu'on a eue, il y a quelqu'un qui commençait à miner du Bitcoin sur nos instances. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa. Du coup, on a vu la facture exploser. Et c'est comme ça que ça nous a alerté. Alors, moi, le FinOps aussi, j'aime bien l'associer. Il y a tout un aspect sécurité aussi, aller à la chasse aux ressources inutilisées. L'aspect intéressant aussi, c'est de dire aux gens, vous faites des économies, vous consommez mieux, mais aussi vous avez un impact sur l'environnement, puisque vous diminuez vos émissions, puisque vous consommez moins ou vous consommez mieux, vous faites attention à ce que vous consommez, vous éteignez, comme quand on éteint la lumière en sortant d'une pièce, là on éteint une instance, on éteint avant de partir en week-end par exemple, voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Mais puis même voilà, le pan sécurité, le prisme du coup fait apparaître pas mal de choses comme je sais pas, des lambda qui tournent sans arrêt ou qui sont en erreur, et là on dit mais pourquoi ça a été buildé comme ça? Non, je sais pas. Non, c'est ça. Ah si, ça se retrouve avec des choses. Alors le coup du miner du Bitcoin, j'avoue que. Non, t'avais pas. On en rigole toujours, mais en fait finalement c'est vraiment arrivé. Non, mais j'ai eu des cas où j'avais des scripts qui tournaient c'était assez marrant, parce que ça va avec l'autre pan qu'on va dire, c'est une instance qui en boucle rapatriait un téra de données. Mais dès qu'elle avait fini de rapatrier le téra de données en question, elle re-rapatriait le téra de données. Et encore, et encore, et encore. Ce qui fait que ça coûte en puissance CPU, parce que ça consommait pas mal. 2, en transfert de data, parce que c'est pas magique. On n'en a pas parlé encore, mais l'aspect réseau est aussi important. Il ne faut pas oublier que dans l'aspect réseau, alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est gratuit tant qu'on reste dans l'AWS. À une grande échelle, si vous prenez des grosses entités type GRT Gaz, type d'autres clients, j'étais avant clienté, c'est pas un secret, chez Silor, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si gratuit que ça. Donc il faut aussi penser au fait que transférer des données, arrivé à un moment, ça va avoir un coût. Et Angèle étant là pour en parler, pas que d'un point de vue coût argent. Derrière, il y a du coup, ce qu'il faut choisir aussi, c'est, alors ok, tous les data centers sont pas au même prix, ça on est clair. On sait qu'en Europe, le moins cher c'est l'Irlande, on sait tous, c'est pour ça que 90% des clients européens sont en Irlande. Mais il ne faut pas prendre non plus un data center qui est à l'autre bout de la planète, quoi. Parce que moi j'ai vu des clients français aller s'héberger à l'Ohio. Un peu un océan à traverser quand même. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et on parlait des données, justement les transferts des données. Selon vous, est-ce que ça coûte cher ou pas de stocker ces données dans AWS? Pour les stocker, tant qu'on les rapatrie pas, ça coûte rien. Ça dépend du stockage. Ça dépend, oui, ça déjà, dépend du stockage, je comprends. Mais je vais vous donner un exemple simple. La bourse de Paris. La bourse de Paris, il faut savoir, ils sont sur AWS.
j'ai fait partie des gens qui ont commencé la mise en place. Ils ont notamment migré l'intégralité de leur data center sur AWS. Enfin, de leur data warehouse, pardon, sur AWS. Donc là, on va parler de data. La Bourse de Paris, c'était quand je suis arrivé, 30 ans d'historique de mouvement boursier. Savoir, quand vous achetez une action, c'est pas un mouvement boursier, c'est 5. Donc là, on parle de 30 ans d'historique de la bourse. Donc c'était la Bourse de Paris à la base, mais il y avait aussi d'autres pays à la fin. Ça représente grosso modo 1 Tera de données jour. Grosso modo. La Bourse de Paris avait décidé qu'ils allaient prendre leurs 30 ans d'historique qu'ils avaient dans un data center et qu'ils allaient coller ça dans AWS. Là, on a vu le volume de données, on a fait. Alors déjà, on ne va pas la transférer par le réseau, hein. On va appeler la petite valise magique. Hein. Voilà, la petite snowball. Et on a transféré les données. Bon, bref, ça a marché, très bien. Et là, ils ont vu la facture du premier mois. Ah, les données n'étaient que sur S3, parce que la valise n'est pas magique, la valise prend les données et les met sur S3 directement. Alors là, ils ont fait ouais, alors ça va pas le faire. C'est pas ce qu'on avait budgété, c'est pas autre débat, hein, c'est pas ce que la AWS avait vendu non plus. Mais ça va pas le faire. Donc là, on est rentré dans un processus qui est assez différent, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de toutes ces données-là? À quoi ça vous sert en fait aujourd'hui? Et la réponse a été non, mais on en a besoin légalement. Et c'est là où on rentre encore une fois sur le FinOps, sur l'acculturation du métier. C'est qu'il a fallu aller voir les métiers pour qu'ils posent la question aux régulateurs des marchés de bourse pour dire combien légalement nous sommes obligés de garder en temps les mouvements boursiers. Et ça veut dire que c'était 10 ans. Okay, on a gagné 20 ans quand même, sur le coup. 20 ans à 1 Tera jour, ça fait un peu quand même. Mais malgré tout, ils ne voulaient pas les supprimer. Donc là, on est rentré dans de longues négociations. Quand je dis longues négociations, ça a duré 4 mois cette histoire quand même. Où on a dit, bah écoutez, ok, on ne va pas les supprimer, vous avez un blocage avec ça, on ne va pas supprimer. Vous avez besoin de 10 ans. Ce que vous avez besoin de requêter régulièrement. Vous avez besoin de combien de temps? On a besoin d'un an de glissade. Ok, on va vous monter un truc, 1 an en accès normaux. Et là, on va commencer à jouer avec les classes de stockage. Derrière, il faut que vous gardiez 10 ans. Donc, les 9 autres années derrière, on va vous le mettre en Glacier. Pas glacier. Voilà, un infrequent access. Glacier, c'est l'ancien. Et glacier, bah, c'est tout ce qui servait en fait. Dans un premier temps, on leur a mis dans le glacier. Donc ils étaient contents, la facture a bien réduit, malgré tout. Et ensuite, on leur a fait, et maintenant, ça fait 1 an qu'elles sont dans le glacier, est-ce que vous y avez touché? Ah bah non, on n'a pas besoin. Alors, on ne les supprime pas. Donc ils les ont supprimés du cloud. Je dis bien du cloud. Parce qu'ils les ont retransférés dans un data center à eux qu'ils sont obligés de garder. Mais il a fallu, vous vous rendez compte, on parle d'1 an. 1 an pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est bien le cloud. Mais ça coûte cher, déjà. Faut pas se leurrer, hein. C'est quand même cher. Et que moins on en met, moins on en utilise, mieux on se porte. Au final. T'as un exemple comme ça de ton côté? Ouais, non, mais c'est. Moi, je viens d'un monde, je suis pas du tout technicien. Genre, je vous ai pas dit, je vous le dis maintenant. Je viens plus du monde de la finance, du contrôle de gestion. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était plus des problèmes liés à la structure, à l'organisation pour sensibiliser les gens, pour justement leur faire poser des bonnes questions. Des bonnes questions sur pourquoi votre mode de consommation, la migration, le passage vers le cloud, ça a permis aussi de repenser un peu les choses, les modes de fonctionnement,
Même nous on a des applis où il y a 2 utilisateurs. On s'est dit mais pourquoi le migrer en fait? Quelle est l'utilisation? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen plutôt que de dépenser du temps et de l'argent pour faire ça? C'est complètement la question aujourd'hui. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre dans la partie FinOps, c'est que c'est pas une personne toute seule, et Vincent pourra très bien le dire, qui va pouvoir le faire. C'est qu'à un moment, il faut que ce soit une conscience collective qui dise comment on fait pour moins consommer. Sinon, ça ne fonctionne pas. En fait. Vous allez toujours avoir, il y a des gens, moi j'en ai vu pas mal, ah, le cloud c'est magique, on clique sur 3 boutons, on a tout ce qu'on veut. Ouais, c'est bien. Sauf qu'à la fin, il faut payer la facture. Donc, oui, c'est bien, effectivement, le cloud a permis énormément de choses et ça a permis à énormément de gens aussi de se dire avant, je voulais le faire, je ne pouvais pas, aujourd'hui, avec le cloud, c'est facile. Ok, oui, c'est facile, effectivement, j'ai pas le contraire. Mais derrière, quand ils voient faire arriver la facture, ah ouais, mais je pensais pas que ça allait me coûter aussi cher, en fait. C'est pour ça qu'il faut bien acculturer les gens tout de suite quand ils arrivent avec leur grand projet, ils vont nous faire du machine learning, ils vont nous démarrer des clusters de fous. Attention, ok, oui, on peut le faire. Maintenant, il y a une façon de le faire pour pas que ça coûte trop cher. Et c'est ça souvent que les gens oublient. Et Michael, la conscience collective dont tu parles, elle est portée par qui dans les équipes? Elle est portée par. Il faut des gens qui sont là, qui ont la connaissance, qui sont culturels. Alors ça peut très bien être des gens en interne que ça intéresse et compagnie, mais il y a des équipes aujourd'hui qui sont dédiées. Nous, on en a chez nous, qui peuvent accompagner aujourd'hui à former les gens pour qu'ils comprennent, qu'ils design bien leur application, parce que on ne l'a pas dit non plus, mais il faut aussi que l'application en elle-même soit pensée pour ne pas trop consommer. Typiquement, sur les sites web, on évite de mettre des images 4K. Parce que derrière, ça consomme de la ressource pour l'afficher, ça fait du transfert, du transfert réseau qui va coûter aussi, etc. etc. Et Vincent parlait aussi beaucoup des équipes produits. En gros, c'est le product manager qu'on a formé intensivement au FinOps et qui est, entre guillemets, le garant de la facture. Non. Ou c'est en dessous dans les équipes directement implémentation? Je suis désolé, je t'ai coupé, je te réponds parce que je voulais te répondre directement. En fait, non, c'est pas comme ça chez nous. Alors peut-être ailleurs, c'est autrement. C'est un peu. Je vais prendre comme exemple aussi le cas de la cyber. Je sais pas si. Non, ça t'est familier ou quoi, la cybersécurité? Bah, chez nous, c'est un peu comme ça. On a une équipe cyber, donc ils sont les garants un peu de la gouvernance, des process, voilà, il y a plein de choses qui sont gérées en centrale, mais c'est pas eux qui vont faire les actions sur les environnements pour mettre tout en conformité, toutes les instances, les services, quand il y a des montées de version à faire, je sais pas, n'importe quoi. On peut y mettre les guidelines, etc. Voilà. T'as le régalien donc, qui est géré, toute la partie contractuelle, les savings, réservation qui est gérée en centrale, et après le reste est délégué, mais bien sûr à 4 mains, en accompagnant les gens, on va pas les laisser comme ça, pour justement les faire monter en compétences et puis qu'ils soient autonomes, qu'ils soient responsables. Enfin, je pense que en plus c'est intéressant pour eux parce que le cloud c'est quand même assez novateur. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez ça a le vent en poupe. Du coup, je pense que ça intéresse beaucoup de gens de savoir ce que c'est et ces sessions de sensibilisation, elles sont là pour ça aussi. Enfin, avoir des rituels, tu sais, pour alors vous pouvez venir, on va vous expliquer les principes fondamentaux, mais si vous avez des problématiques, on va voir avec vous, on va organiser des points doc, on va regarder dans le détail. Par exemple, je sais pas, un service sur AWS, ça s'appelle Compute Optimizer. Tu sais, tu peux te connecter facilement et puis tu te fais les recommandations. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe, par exemple. Donc juste, il y a un nouveau service. C'est les accompagner, c'est principalement avoir une équipe qui est dédiée à ça, de toute façon, mais qui ne va pas... Dédié au FinOps. Dédié au FinOps, mais qui va pas... Enfin, qui peut faire, mais qui ne va pas forcément faire, mais qui va faire des ateliers avec les équipes applicatives, avec les métiers aussi, parce que c'est important de passer par les métiers, qui va leur expliquer comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, et pourquoi c'est important. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on peut avoir une équipe dédiée, enfin j'ai déjà vu, qui fait tout dans son coin, compagnie, mais en face ils ne comprennent pas pourquoi.
Et souvent c'est mal perçu, en plus, si on le respecte pas. Le pourquoi du comment on l'a fait. Et la responsabilité, j'ai appris la question, la responsabilité de la facture, qui est-ce qui la porte? Mais tu peux poser des questions, hein, vas-y, c'est pas interdit. Non, mais la responsabilité de la facture, c'est qui la porte chez vous? Bonne question. Bah, c'est enfin, la responsabilité de la facture. Parce que tu parlais du mec qui a miné du bitcoin sur une VM. On a viré personne, hein. Non, mais peu importe. C'est simplement. On va pas chercher une tête à couper. Qui est-ce qui gère justement? Parce que j'imagine chez Jeff Tegan, vous avez énormément d'instances, énormément de données, ça peut très vite coûter très cher. Bah, dès lors que tu vas changer un truc, ça peut avoir des conséquences, comme disait Michael tout à l'heure, si tu fais du shift and lift plutôt que du microservice, etc. Et du coup, finalement, c'est qui le garant de la facture dans vos équipes, dans la multitude de projets que vous avez? Bah, c'est le. Je sais pas, c'est le collectif. C'est un peu c'est la responsabilité de FinOps, c'est un peu le collectif. Ça dépend vraiment. Ouais, Comme chez moi, je te parle chez le client chez lequel je suis actuellement, c'est le responsable applicatif qui est responsable de tout ce qui se passe sur les infrastructures de son application. Donc, que ce soit d'un point de vue sécurité ou d'un point de vue financier. Donc, si, non, je vais donner, ça va faire rire. Je prends ta question après, je finis, je prends ta question après. Ah, C'est pour rejoindre Cyril sur le sujet. Ouais. C'est qu'il y a un responsable à la base. Quand tu ouvres un compte chez AWS, il y a le nom d'entreprise, Oui. il y a le nom du payeur. Il y a une personne qui est responsable Oui. de payer la facture. C'est pas chaque application qui est responsable de facture. c'est. Très souvent, c'est le CFO. C'est le DAF qui est responsable. Là où je suis, c'est quand les comptes AWS sont ouverts, c'est des contacts du responsable applicatif qui sont mis. Et c'est pour ça que, Parce qu'il y a plusieurs comptes dans une même entreprise. aujourd'hui, heureusement, parce que sinon, si vous mettez tout dans le même compte AWS, ça va être compliqué quand même. Non, mais je parle de compte payeur. De compte payeur, alors là, je ne saurais pas Nous on a te dire. Chez Cyber, il y en avait deux, pour des contraintes légales. Nous, on a mis un master qui est compte payeur, qui est là où tous les services communs, le shared, enfin tout ce genre, voilà, la gestion utilisateur. Et on a fait 3 accounts pour chaque application. Donc tu as un compte de prod, un compte de dev, un compte de stage, classique. On en a 200, je crois, plus de 200. Voilà. Ouais. Mais voilà, de toute façon, au final, c'est le compte payeur qui est responsable, quoi qu'il arrive. Enfin, vis-à-vis d'AWS. Les comptes payeurs, il y a la vision consolidée de. Oui, voilà, vis-à-vis d'AWS. Après, souvent, alors je pense que c'est aussi le cas chez vous, mais où je suis, et où j'étais chez Cyber aussi, il y a un système de refacturation qui se refait derrière, et chacun est responsable de ce qu'il a généré comme coût. Et que ce qu'il soit pris une cyberattaque ou quoi que ce soit, qu'il y ait quelqu'un qui a été miné du Bitcoin dans son compte parce qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité ou quoi que ce soit, c'est son problème. Le compte payeur, lui, va le refacturer, quoi qu'il arrive. En comprenant les organisations que vous décrivez, une équipe dédiée FinOps qui doit acculturer les autres, personnellement, je m'imagine une équipe non pérenne, comme tous les CCO2, Oui. tous les centres cloud d'excellence, c'est pas des choses pérennes. J'imagine qu'il y a un FinOps préventif. À la base, avant que les gens ne créent des applications, il faut leur expliquer quelles sont les bonnes pratiques. Ça, Oui. c'est préventif. Et puis, il y a le palliatif. Ce que vous faites en étant une équipe dédiée, c'est j'ai vu des choses, des anomalies, je vais les grouper. L'idée, c'est que ces anomalies n'existent plus si tout le monde est acculturé. Oui. L'idée d'une organisation FinOps, c'est que tout le monde soit. Le truc, c'est que souvent, on arrive en tant que nous. Enfin, moi, je suis consultant comme tout le monde. Hein. Enfin, comme tout le monde. Vertel n'est pas consultant. Non. J'arrive. C'est rare que j'arrive chez un client qui commence AWS. J'arrive, ils ont déjà fait des choses. Au minima, ils ont déjà fait des tests. Donc en fait, on se retrouve à faire les deux en même temps. À faire et l'acculturation et le correctif. Mais j'ai vu aussi des clients qui voulaient une équipe FinOps à plein temps, qui ne voulaient pas occuper ou acculturer ces équipes, mais ils voulaient qu'il y ait des gens qui soient dédiés à faire ça. Faire les correctifs et surveiller en permanence.
On a les deux modes de fonctionnement en fait, les deux existent. Je peux te poser une question du coup? Oui. Je suis curieux. Selon toi, c'est quoi la meilleure approche? Le plus efficace reste l'acculturation. Pardon. D'accord. Et il commence à faire trop là, et il va être temps que je boive. Ouais, c'est l'acculturation qui fonctionne le mieux. Parce que quand on est toujours dans le rattrapage, bah forcément il y a toujours une période où on va consommer plus. Le temps qu'on fasse le rattrapage. Alors que si les applications sont bien faites et les infrastructures sont bien faites dès le départ, bah, on consommera toujours que le strict nécessaire. Enfin, c'est ma vision des choses. Mais, Non, c'est intéressant. Sans compter les FinOps qu'il faut payer en plus. Sans compter les finales qu'il faut payer. J'ai une petite question. Là, on est en fait dans un mode où les équipes en fait sont plutôt autonomes. Oui. C'est-à-dire en fait, ils consomment en fait de la ressource au niveau de AWS et on fait la facturation après. Mais est-ce qu'on n'a pas pensé en fait à faire une sorte de gouvernance? C'est-à-dire en fait avoir par exemple une équipe qui est bien sizée, qui va faire en fait, on va dire en fait le travail de déploiement et le suivi du cycle en fait de toutes les ressources. Alors, tu peux te permettre ce genre de choses dans des petites et moyennes entreprises. Sur des gros monstres comme où je suis actuellement, tu n'arriveras pas à fournir parce qu'ils déploient 50 applications simultanées. Donc tu peux pas être obligé à un moment de leur laisser la main pour qu'ils déploient leur application. Sinon tu vas retarder tout le monde. Et, enfin, on a parlé des saving plans tout à l'heure. Tu t'engages à consommer un certain montant sur une certaine période. Si tu n'es pas au rendez-vous à la fin, tu vas devoir rendre des comptes à AWS. Donc tu peux pas te permettre de retarder juste parce que tu as décidé de mettre du FinOps partout. Non, c'est même pas question en fait de FinOps. Là, je parle en fait de question en fait. Ah, de déploiement, tu as une équipe de déploiement qui vérifie tout ça. Non, par exemple, là par exemple, on fournit en fait la ressource, la personne en fait qui va travailler avec l'équipe, de façon à ce qu'il recueille en fait les besoins, d'accord, en amont, et après en fait, il va assister le projet pour faire en sorte en fait d'aboutir en fait au déploiement de ces ressources-là. C'est-à-dire en fait, tu as parlé de 50 applications, on fournit en fait la ressource pour cette équipe-là, de façon à ce que recueillir le besoin, va essayer en fait de faire ce déploiement, bien faire ce travail en fait de provisionnement en fait de l'infra derrière, de faire un travail en fait d'automatisation et bien évidemment mettre en place en fait toutes les policies par rapport en fait, au type de services qui peuvent, type d'instances, type de services qui peuvent être déployés. Qu'on puisse en fait déjà avoir en fait une vision et faire ce qu'on appelle le drift de configuration par la suite. C'est un peu le même fonctionnement, c'est le fait que tu as déjà quelqu'un qui est acculturé à la chose et qui va vérifier. Après, ça, on en revient toujours en haut, c'est que c'est valable quand tu arrives et que l'application n'est pas encore migrée. Mais pour tout ce qui a déjà été migré avant, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, il n'y a pas, enfin, je vais être franc, il n'y a pas de solution miracle. Pour moi, effectivement, il y a de l'acculturation est très importante, mais là où non, c'est qu'il faut aussi une équipe qui fasse le suivi. C'est ce que j'expliquais au départ, c'est que toutes les applications ont un cycle de vie. Elles vont toutes être plus utilisées à un moment qu'à un autre. Et que si on ne suit pas ça, en fait, on va consommer trop, tout simplement. Et qui est-ce qui suit? C'est les équipes de Vincent, par exemple? Ça peut être les équipes de Vincent, ou ça peut être une équipe dédiée, ou ça peut être les à l'équipe. Ouais. Ou alors, dans chaque équipe applicative, il y a une personne dédiée à ça qui va checker son application. Tu as des espèces de relais, parce qu'on a des system teams, on a une partie commerciale, une partie tertiaire, une partie indus, et tu as des relais qui sont des personnes dédiées. Alors c'est pas venu tout de suite, ça a été créé, ça a mis du temps à être mis en place, mais maintenant voilà, c'est un peu les relais, c'est eux les garants. C'est un peu ça, quand ils ont besoin d'un coup de main ou voilà, il y a un conseil, ils viennent me voir et puis on en discute, on essaie
sur un sujet donné, voilà, de travailler sur une optimisation de ressources, d'infra, d'architecture. Ils ont besoin d'un chiffrage pour voilà, une étude, une nouvelle application qui va venir. Après, c'est voilà, des rituels que tu mets en place, mais c'est bon, c'est beaucoup de coordination des équipes. Puis, c'est les best practices, tu sais. Tu transmets la bonne parole, tu prêches les bonnes techniques. Après, il y a des outils aussi qui permettent d'optimiser maintenant pas mal de choses. C'est plus comme au départ l'AWS où il fallait tout faire à la main. C'est que maintenant, il y a des éditeurs qui sortent des logiciels qui font tourner aussi du machine learning derrière et qui font des prédictions sur ce qu'on va consommer et qui sont capables de sortir des alertes qui sont assez poussées. Mais voilà, nous typiquement on travaille avec le checker. Et ça permet de faire un suivi qui est quand même pas mal. Donc après maintenant il y a vraiment différentes méthodes, mais le problème c'est que si on n'a pas une équipe qui est sensibilisée à la question et qui sait quoi faire, et qui sait surtout l'expliquer, moi de mon expérience c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite dernière question. Là, par exemple, en parlant en fait de plateformes déjà existantes, bien en fait, moi je prends l'exemple en fait d'Azure. Azure, en fait, ils ont une particularité, c'est que il y a certaines instances, par exemple, je prends une instance au pif, une instance avec 4 CPU, 8 Go de RAM, par exemple. Quand ils font la migration en fait vers une nouvelle génération de processeurs, etc., ou il y a une nouvelle génération en fait de hardware, on a parfois en fait tendance à voir que le prix, parfois, soit il baisse, soit il est équivalent. Alors AWS a exactement la même méthode. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi ils font ça? En fait, oui, c'est pour te forcer, enfin pour t'encourager, pas forcer, à migrer vers les nouveaux, pour une simple et bonne raison. En fait, c'est qu'ils les mettent moins cher parce que, d'un point de vue fabrication, ils font de mieux en mieux et ça leur coûte de moins en moins cher. Mais aussi parce qu'ils veulent décommissionner les anciennes générations. Et pour motiver les gens à aller vers les dernières qu'ils ont sorties, ils réduisent les coûts des nouvelles générations pour que les gens, au fur et à mesure, et qu'ils puissent décommissionner leurs vieilles enfants. Ça coûte cher en termes de maintenance en fait. Parce que là, Ça coûte cher en termes de maintenance, ils arrivent à un niveau d'obsolescence sur le matériel. Typiquement, aujourd'hui, c'est AWS qui nous l'expliquait. En Irlande, la première génération des C qui est sortie, aujourd'hui n'est pas complètement décommissionnée. Parce qu'ils ont quelques clients qui continuent à les utiliser parce que leur appli tourne très bien là-dessus, que ça leur demanderait trop d'efforts de changer vers les nouvelles générations parce qu'ils devraient réécrire une partie du code et qu'ils ne veulent pas bouger leurs instances. Et ça leur pose énormément de problèmes. J'ai une petite question pour toi, qui rejoint un peu ta question. C'est ce que peut-être un peu difficile à répondre comme ça ensemble. Est-ce que tu as noté une évolution des prix globalement? Est-ce que tu as l'impression que ça coûte plus cher aujourd'hui qu'avant? Ça dépend ce que tu utilises. Ça dépend vraiment de ce que tu utilises. Les prix n'ont pas tendance à aller à l'augmentation, en tout cas sur les services AWS, je parle. Ils ont plutôt tendance à les réduire au fur et à mesure, notamment pour les raisons évoquées là, ou même parce que d'un point de vue global, un service, plus il est utilisé, moins il va coûter cher. D'un point de vue global AWS, d'un point de vue global de tous les utilisateurs. C'est un peu le grand principe d'AWS. Après, on a le pendant inverse du monde, c'est que du fait que ça te coûte de moins en moins cher, on a tendance à en utiliser de plus en plus. Et de faire de plus en plus de choses. Et notamment quand on commence à arriver sur tout ce qui est data, typiquement machine learning, IA et compagnie, il faut savoir que ce qui démarre derrière, c'est d'énormes clusters avec d'énormes instances et que du coup tout de suite ça chiffre. Parce que il faut assurer, AWS ne va pas faire tourner ces trucs en perdant de l'argent, donc ils vont forcément nous facturer. Donc s'ils démarrent eux des gros instances derrière, ils vont forcément nous les refacturer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aussi
j'ai vu à un moment, notamment sur du machine learning, où ils voulaient faire des algorithmes de prédiction, toujours pareil, c'est ici l'or. Aujourd'hui, sur AWS, l'application qui leur permet de tailler les verres de lunettes. Donc aujourd'hui, à un moment, ils ont décidé de... on va démarrer du machine learning pour voir si on ne peut pas mieux faire, sortir un meilleur algorithme, etc., etc., etc. Et ils ont commencé à se dire, on va démarrer des monstres pour que ça aille super vite. Et là, on est arrivé derrière où on va se calmer. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Non, mais c'est pour aller plus vite. Ouais, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller vite? Parce qu'aujourd'hui, l'application, elle fonctionne en fait. Donc, aujourd'hui, pour faire l'application que vous avez fait là, vous l'avez fait où? Ah bah, sur notre laptop. Alors là, vous m'expliquez que vous voulez passer d'un laptop à un avion de chasse sans passer par les étapes intermédiaires. Moi, je trouve ça un peu ambitieux. Enfin, c'est surtout qu'on va faire un calcul vite fait, ça me coûtera tant. Ah ouais, bah non, on va rester sur notre laptop. Voilà. Mais c'est juste que les gens se disent, le cloud, c'est facile. On peut faire plein de trucs. Mais après, quand au moment de payer la facture, souvent, il y a le moment qui veut payer. Question ?